Bonjour à tous, nouvelle plongée dans les coulisses de l'info, de l'image et de la com, et on va y plonger en compagnie de Muriel Rius, bonjour. Fondatrice du mouvement Les Femmes Avec, Benjamin Diane, bonjour. Ex-plume de Manuel Valls, Raphaël Stainville, bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles et Olivier Simolière, bonjour Olivier. Vous êtes conseiller en communication et fondateur du blog Les Communicants. Et à 9h30, nous rejoindra Fabien Rajonne, l'avocat de la famille Mélis. Première déclaration depuis les derniers rebondissements dans ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui les affaires Nordan-Lelandais. Colère du côté des parents de la petite fille qui se considèrent aujourd'hui pris en otage. Mais commençons tout de suite avec ces images. Regardez bien, c'était hier. Nous sommes au sommet des États généraux de l'alimentation, un sommet pourtant voulu par un certain Nicolas Hulot, souvenez-vous. Je partage l'objectif, et moi j'attends beaucoup des États généraux de l'alimentation, parce que pour moi mon point focus et je dirais mon marqueur, ce sont les États généraux de l'alimentation. Et oui, le problème, regardez bien ces images, vous le voyez sur l'écran, nous sommes à la clôture du 10 sommet et il manque qui? Nicolas Hulot. Prétexte avancé, problème d'agenda, mais en coulisses, et selon nos sources, le ministre de la Transition écologique est en bien mauvaise humeur. Un petit coup de calgon ou un coup de pression et des relations plus que tendues avec le ministre de l'Agriculture. Justement, ce ministre, il s'exprimait ce matin, écoutez-le. Il n'est pas venu à la clôture, monsieur. Voilà. Moi, je n'ai pas autre chose à vous dire que cela. Il n'est pas venu. Très bien. Je pense que voilà, certainement d'autres choses à faire, mais d'autres collègues étaient là pour participer avec nous. Et pour tout vous dire sur ce plateau, pendant que le ministre de l'Agriculture parlait, Raphaël se marrait. Ah oui, parce qu'on voit quand même très sincèrement que tout le monde au plus haut niveau rame singulièrement pour trouver une explication qui tienne à peu près la route. Ce matin sur votre antenne, c'était Richard Ferrand, le président du groupe LREM qui s'enthousiasmait à grand renfort de mots de superlatifs, des objectifs de cette conférence. Mais objectivement, cette absence de Nicolas Hulot, non pas qu'elle soit indéfendable, elle s'explique parce qu'en fait les objectifs ne sont pas tenus. Quand bien même il y a une trajectoire, comme ils disent, dans cette espèce de novlangue qui fait rêver tous les technos, mais on est très très loin du compte. D'où l'absence de Nicolas Hulot qui a l'habitude quand même malgré tout d'avaler des couleuvres ces derniers mois. Donc je ne sais pas si ça remet en cause sa trajectoire personnelle à lui, au gouvernement, parce qu'on l'a vu sur un certain nombre de sujets, il sait faire le dos rond. Mais en tout cas, oui, c'est problématique pour lui. Problématique, on va y revenir. Nouvelle opération de sauvetage et de communication. Ce matin, pratiquement tout le gouvernement était sur le pont pour défendre le soldat Hulot. Il s'agit du vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. C'était les États généraux de l'alimentation, de l'agriculture et pas de l'écologie. Mais cette réponse ne va pas vous suffire. Il y a par construction des tensions contradictoires, non pas entre les hommes, mais entre les ambitions qu'ils portent. On ne peut pas réussir la transition écologique en France, dans tous les domaines, sur un coup de baguette magique. On s'oriente vers une agriculture et une alimentation plus saine, et nous avons pris hier des engagements très forts dans ce domaine, notamment sur la montée du bio, mais nous ne pouvons pas le faire à un rythme qui flanquerait tout un secteur par terre, en l'occurrence l'agriculture et les agriculteurs. Alors on est là, bien évidemment, vous le savez, pour décortiquer la communication et les dessous de la communication. Et Benjamin Diane, vous avez légèrement tiqué. La première question, est-ce que vous avez compris ce que veut dire le vice-président ? Alors, ce qu'on voit ce matin sur tous les plateaux de télé, c'est quand même des champions d'aviron. C'est-à-dire qu'on rame énormément pour expliquer l'absence de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot n'est pas un adorateur du « en même temps ». Mais ça s'explique. Ce qui éclate au grand jour, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire sur les 6 derniers mois, c'est qu'il y a des clivages politiques. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a des gens qui ne sont pas pour la transition énergétique et d'autres qui sont pour. Emmanuel Macron, avec un certain talent, essaye de faire croire que tout est lisse, qu'on peut forcément tomber sur un accord. Mais Nicolas Hulot, il n'a pas la même culture politique. Nicolas Hulot, c'est un activiste, un militant, qui a son agenda personnel. Donc il pose sur la table ses difficultés. Ce qui explose là, c'est simplement... la réalité ? Mais les rapports de force politiques. La politique, ce sont des rapports de force. Alors,
Richard Ferrand essaye de nous expliquer ce matin sur votre antenne que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais c'est pas le cas. Alors on va écouter justement Richard Ferrand. Ça, c'est de l'argument de langage. Ça, c'est de la com politique. C'était ce matin, vous l'avez dit sur LCI. Oui, je ne gère pas les agendas des ministres, ça c'est le boulot du Premier ministre. Vous savez, ce n'est pas un discours qui fait avancer ou reculer la qualité ou les enjeux environnementaux. Ce que je sais, c'est que la trajectoire des agriculteurs est d'aller vers toujours plus de qualité et toujours plus de respect de l'environnement. Ils n'ont pas attendu tel ou tel ministre pour le faire. Il est dans son rôle aussi, Nicolas Hulot. C'est bien d'avoir cet équilibre où à la fois on soutient la production agricole et sa qualité et où en même temps il y a une vigie sur les exigences environnementales. Et non, dit en antenne Benjamin Diane, il n'y a pas d'équilibre. Non, mais il y a de la part de Hulot, je pense, une attitude assez habile. La politique de la chaise vide, justement, c'est très fort. La preuve, tout le monde a repris. Tout le monde a noté qu'il était absent Ça a mis sur feu un vers événement 18h dans les rédactions d'ailleurs. qu'il avait quand même supporté et initié en grande partie au départ. Et puis surtout, ce n'est que l'épilogue supplémentaire d'un duel qui existe depuis le départ entre le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui est ouvertement pro-industrie, etc., qui certes travaille sur une transition, mais beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus en faveur des industriels et des gros agriculteurs, là où un Nicolas Hulot, comme vous le disiez, a une démarche beaucoup plus activiste et voudrait accélérer la cadence. Donc cette ligne de tension, c'est pas tant une surprise. Hulot, je pense, a été absent à la conclusion des États généraux, tout simplement parce qu'il a été déjugé sur un certain nombre de dossiers depuis plusieurs mois. Donc c'est une manière de taper du poing sur la table et de dire « Bon, maintenant, vous m'avez voulu dans le gouvernement, si c'est juste pour faire pot de fleurs, on va discuter. » Alors dites hier soir du côté de Matignon, justement, on va y aller à Matignon dans quelques instants. On indiquait juste que Nicolas Hulot était en colère. Est-ce que ça veut dire que depuis hier, il y a le feu du côté du gouvernement, on a préparé les arguments de langage pour qu'il y ait autant de ministres ou d'importants du côté de La République En Marche, on s'exprime dans les médias ce matin. On sature l'espace. Moi, à titre personnel, j'ai une lecture assez simple. Il a voulu cette journée. Il l'a dit. Elle a été pilotée par le ministre de l'Agriculture. Il y a des divergences qui sont apparues de façon extrêmement claire ces derniers temps. Macron, sur le discours de Rungis, s'était engagé à maintenir ses engagements, pardon pour la répétition du mot, ses engagements de campagne sur la culture bio à 50%, dans la restauration collective, si je me souviens bien. Les mesures de transition énergétique, écologique dans l'agriculture sont reportées au premier semestre 2016. Nicolas Hulot, en homme de la société civile, montre qu'il n'est pas d'accord. Et sa façon de montrer qu'il n'est pas d'accord, c'est pas venir. Alors, est-ce qu'en communication, c'est bien de ne pas être là ? Est-ce que c'était sa meilleure façon d'exprimer Comme le disait Olivier, tout le monde en parle. Il en a un peu marre, quoi. Et il y a quand même pas mal ce matin de pompiers de service. Tout le monde en parle, mais après, c'est quand même toujours le paradoxe avec Nicolas Hulot, c'est qu'il n'est pas d'accord, mais il reste quand même jusqu'au bout et qu'il avale un certain nombre de couleuvres. Donc, bien évidemment, alors, dans la posture, finalement, c'est d'une certaine manière assez flatteur pour lui. On a l'impression que c'est un chevalier, c'est un puriste. En tout cas, il est important au vu du déploiement de force ce matin. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne sert à rien. Il a une très forte notoriété. Et donc puis, il est numéro 3 du de gouvernement aussi. Donc, dans la hiérarchie gouvernementale, c'est lui attribuer un certain poids. On va retrouver Noé Gandillon, qui était justement du côté de Matignon. Et pourquoi, Noé, vous êtes à Matignon ? Parce qu'après le rendez-vous manqué hier, voulu peut-être de Nicolas Hulot, il a un autre rendez-vous dans quelques minutes, à côté de vous, à Matignon, avec le Premier ministre. Il vient ou pas ce matin ? Oui, je pense qu'il va venir, mais pour la petite histoire, ce rendez-vous avec le Premier ministre, il était prévu plus tôt dans la semaine. Il a été plusieurs fois décalé, comme si finalement Nicolas Hulot avait tout fait pour que cette rencontre se tienne après la conclusion des États généraux de l'alimentation. Nicolas Hulot qui est donc mécontent des arbitrages de Matignon sur ces États généraux. Il le dit, il explique clairement dans le journal Le Monde ce matin, le compte n'y est pas, les conclusions ne sont pas à la hauteur des efforts fournis pendant 5 mois. Et c'est vrai que ces États généraux de l'alimentation, elles ont fait la part belle au problème des agriculteurs, reléguant finalement les questions écologiques au second plan, ce qui a pu être vécu comme un nouveau camouflet pour Nicolas Hulot, qui était, il faut le rappeler, à l'origine de cette idée d'États généraux de l'alimentation. Mais finalement, la mise en place, elle a été complètement prise en charge, confiée au ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. En tout cas, le Premier ministre, Édouard Philippe, ce matin, va avoir fort à faire pour tenter d'apaiser les tensions. L'exécutif, bien
bien sûr, ne peut pas se permettre de perdre l'un de ses ministres les plus populaires. Et de son côté, Nicolas Hulot, il espère bien sûr obtenir des gages, des arbitrages très clairs en sa faveur, notamment dans les semaines qui viennent, avec notamment sur la pile du dossier, le dossier épineux de Notre-Dame-des-Landes. Merci beaucoup Noé, merci beaucoup pour cette info que vous nous donnez. En fin de compte, c'était une stratégie de la part de Nicolas Hulot, puisque ce rendez-vous, il a été, avec le Premier ministre, reculé toute la semaine pour intervenir après le pataquès par l'absence de Nicolas Hulot hier. Pas mal quand même. C'est un repli tactique. Et puis moi je pense que Nicolas Hulot ne pensait pas que ça serait aussi compliqué d'être au gouvernement. J'ai l'impression qu'il fatalement il découvre ces jeux de pouvoir et qu'il s'inscrit aussi dans ces jeux de pouvoir. Donc c'est un repli tactique, oui, très, très clairement. Moi, vous voulez une illustration Je ne suis pas convaincu qu'il découvre vraiment le pouvoir parce qu'il l'a côtoyé. Il a été plusieurs fois sollicité par les gouvernements de droite comme par les gouvernements de gauche. Comme le disait Benjamin, il n'a jamais voulu. Et quand vous l'écoutez en off, pour livrer 2-3 choses que j'ai ces derniers temps, il dit c'est extrêmement compliqué, quoi. Je n'imaginais pas que ça soit aussi difficile. Benjamin, je vous laisse la parole dans un instant. Extrêmement compliqué. Dites-vous, illustration tout de suite. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce gouvernement encore ? Je me donne 1 an pour voir si je suis utile. Non, mais tout va bien. Vous savez, dans la journée, m'est parvenu un certain nombre de messages pour me dire bravo. C'est pas moi qui décide, qui ai décidé d'être nommé, c'est pas moi qui est en main de savoir si je vais rester. Moi, vous savez, j'ai toujours dit une chose, mais on va pas le redire en boucle. Voilà, tant que je ne dois pas renier mes convictions, voilà, je suis. Tant que je me sens utile, je suis là. Tant que je me sens utile, je suis là. Ben, sa stratégie aujourd'hui, on le voit ce matin, elle marche puisqu'on parle de lui, mais. Et jusqu'à quand ? Mais oui, c'est ça, la technique de la bouderie, elle a qu'un temps. C'est-à-dire que je crois qu'il est capable. Il fait une fois, et puis après on verra. J'ai peur que. Vous oubliez quand même qu'il y a l'épisode Notre-Dame-des-Landes. Bah oui, à force, on le commente aujourd'hui, mais on le commentera pas la prochaine fois. C'est-à-dire que tout ça va s'user énormément. Moi, ce coup de com', ce coup de pression de Nicolas Hulot, ça peut user, ça peut s'user. Ah bah ça peut s'user parce qu'à un moment donné, il va falloir se situer. Soit je reste et je m'aligne plus sur les positions du gouvernement, ce qui me semble un peu difficile pour Nicolas Hulot vu qu'il veut quand même faire valoir aussi ses positions, soit carrément je démissionne et je sors par le haut. Et pour son image, s'il raisonne en termes d'agenda personnel, moi c'est plutôt l'option que je choisirais. Alors Nicolas Hulot quand même, j'ai échoué. C'est l'un des personnages clés de ce gouvernement, du moins c'est ce que dit le président de la République. Regardez. Je souhaite très profondément qu'il reste et qu'il agisse. Il est utile au pays, c'est un engagé. Je ne veux pas des gens qui soient assis et contents d'être ministre. Lui, il agit, il est inquiet et il n'est jamais satisfait. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un personnage clé du gouvernement ? Est-ce que ça veut pas, dire je pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un personnage clé ? Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui agit, qui propose, enfin qui fait avancer les situations ? Est-ce que ça veut dire être un personnage clé du gouvernement parce que j'ai une notoriété et que la majorité des Français se reconnaissent en moi ? Donc encore une fois, est-ce qu'on est dans la com ou est-ce qu'on est dans l'action ? Non, je trouve que c'est un petit peu dur parce que personnage clé, il est sur un sujet qui est clé pour la société. De toute façon, la transition écologique, elle se pose. On doit la traiter, on doit l'avancer. Après, on peut discuter sur les moyens, la cadence et les outils qui sont mis en place et les options choisies. Mais en termes d'image, il risque pas d'user, de lasser ? Ce qui est très compliqué pour Nicolas Hulot, c'est qu'aujourd'hui, les associations écologistes, à commencer par sa fondation à lui, sont vent debout contre un certain nombre de mesures du gouvernement et le côté timoré de la politique écologiste du gouvernement. Donc, ses amis d'hier, aujourd'hui, ne comprennent plus le Nicolas Hulot qui fait de la politique. Donc, c'était attendu, c'était prévisible parce que la politique, c'est souvent l'art du compromis. Mais lui qui se présente comme un pur, ça devient difficilement acceptable pour son entourage. Si la décision de son avenir politique. Si justement la décision du président n'est pas favorable ou dans la lignée de celle de Nicolas Hulot sur Notre-Dame-des-Landes, ça devrait intervenir fin janvier. Il part ou il part pas ? Il peut encore rester, il peut encore tergiverser ? S'il était logique, il partirait. Mais je pense qu'il n'a pas pris sa décision. Et d'ailleurs, ça sent, moi je trouve qu'en termes de comportement et de prise de parole, on sent qu'il ne sait pas très bien où il est, quoi. Je veux dire, je reste, je pars, est-ce que mon action est utile ou pas utile ? Enfin, moi je le sens pas hésitant, mais en fracture.
Voilà. Et le poids politique de Nicolas Hulot, je pense qu'il va se faire absolument sentir au moment de la prise de décision de Notre-Dame-des-Landes. Parce que si l'on en croit un petit peu ce qui filtre de la décision ou du sens que pourrait avoir la décision du président, il semblerait qu'il soit acté que l'aéroport ne se fasse pas et qu'en revanche l'évacuation de la ZAD soit décidée. Et bien évidemment que ce sera un succès pour Nicolas Hulot. Et s'il devait partir avant, ce succès, ce serait celui des zadistes et non pas des écologistes comme lui. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il puisse tenir au moins jusqu'à cette échéance. Dites, je vous propose de changer de sujet, de prendre un peu de hauteur, d'aller survoler la France, cette France toute particulière, cette France de Jupiter. Et hier, le quotidien La Tribune annonçait que le président voulait un nouvel avion, un A319 Neo, valeur estimée entre 130 et 150 millions d'euros. Un appareil plus confortable, plus performant que l'actuel, héritage, on s'en souvient, de Nicolas Sarkozy, le fameux Air Sarko One, dont le premier vol présidentiel remonte à 2010, avec à la clé, vous allez voir, et souvenez-vous ce qui va suivre. En France, l'argent public est-il correctement dépensé par l'Élysée ? Nous avons pris la décision de vendre 2 avions et d'en acheter un. 2 avions 319 pour en acheter un d'occasion 330. Y a-t-il matière à scandale pour cela ? Le budget des déplacements de Nicolas Sarkozy est en baisse de 11% par rapport à 2009. À titre d'exemple, le voyage annuel que le président effectue à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies a coûté 780 000 euros en 2010, alors qu'il coûtait presque le double, 1,3 million d'euros en 2009. Monsieur Pujadas, en période de sacrifice, est-ce qu'il vaut mieux un équipage pour un avion ou 2 équipages pour 2 avions ? Eh oui, c'est toujours bon de regarder les archives, certainement d'ailleurs qu'Emmanuel Macron les regarde aussi, il s'intéresse au passé, car à peine l'info justement sortie sur le nouveau jouet du président, grosse opération de rétropédalage du côté de l'Élysée, il faut dire qu'entre-temps, il y a eu ça. Je l'assume complètement, cette décision. Je l'assume tellement que je veux l'expliquer. C'est compliqué de déplacer le Premier ministre et c'est cher. Et je comprends parfaitement à la fois la surprise et peut-être même, évidemment même, les interrogations. Le voyage total de Nouvelle-Calédonie, qu'on ne mentionne pas, a coûté beaucoup plus cher que ces 350 000 euros, mais il a coûté nettement moins cher, 30% moins cher, que le voyage identique de mon prédécesseur. Et donc, hier, on fait de la com. Regardez ce que l'on disait du côté de l'Élysée. Il a été lancé une étude approfondie des coûts et des conditions de déplacement du président de la République. Celle-ci va durer encore plusieurs semaines. Le projet d'achat d'un Airbus est en stand-by. Voilà, ça, c'est de la com. Oui, mais j'ai fait un billet justement sur mon blog sur ces chiffres qu'on s'envoie à la figure. C'est assez marrant parce que l'opinion et les médias ont cristallisé sur le chiffre qui fait mal, les 350 000 euros de Édouard Philippe et de sa location d'Airbus. Pour Air Sarko One, c'était exactement la même mécanique qui s'était mise en place. Fatalement, le projet de l'Airbus présidentiel, là, ils ont rétropédalé. Ils ont essayé d'expliquer avec d'autres chiffres, mais ils sont plus audibles. Parce que ce qui marque les gens, c'est ça coûte. Même si après on est dans les prix du marché, il n'y a rien de scandaleux, tant en termes de location que d'achat d'avions. En plus, le nouvel Airbus fait partie d'un plan de rajeunissement de la flotte gouvernementale qui était prévu. Mais sauf qu'il y a des collisions d'agenda. Et puis la petite polémique sur Édouard Philippe, son retour du Japon à 350 000 euros. C'est vrai que ce n'était pas le bon timing pour annoncer un pareil projet. Je ne sais pas, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve qu'au contraire, pourquoi ne pas assumer que peut-être il faille avoir 2 avions, étant donné les conditions de déplacement du ministre et du gouvernement. Alors, et le fait du président. Tout à fait complet quand même, c'est que cet avion a fait son premier vol présidentiel avec Nicolas Sarkozy en 2010, que c'est un avion qui avait été racheté, un avion d'occasion, qu'il avait en 2012, je crois, eu une panne avec à son bord le président de la République, et qui visiblement, il serait temps de le changer. Mais quand même... Moi, j'ai eu cette chance de voler dans l'avion présidentiel à quelques reprises. Ah, racontez-nous. Alors, je peux rassurer nos concitoyens, c'est très confortable. La place réservée à l'autorité est importante. Il y a une chambre, un bureau. Donc, il ne s'agit pas de changer d'avion présidentiel. Je ne pense pas que ce soit la priorité. Mais ce que l'on voit plus largement dans cette affaire, c'est qu'il y a une forme de paradoxe de la transparence. C'est que
Emmanuel Macron est arrivé avec son gouvernement en voulant expliquer le nouveau monde, la transparence, tout expliquer. Et là, effectivement, quand on rentre dans la réalité des chiffres, il y a des chiffres qui sont... Ou dans la réalité tout court. Oui, il y a des chiffres qui sont proprement scandaleux, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, faire voler un avion, ça coûte cher. Ils sont pas scandaleux, ils sont perçus comme tels par l'opinion. Perçus comme parce tels, qu'on mais c'est la n'est pas réalité. sur des mêmes échelles de valeur. Faire voler un avion... Attendez, moi j'ai travaillé en grande entreprise, les grands PDG des grands groupes, c'était comme les présidents de la République, ils prenaient pas toujours des lignes régulières, ils prenaient aussi des Falcon. Mais c'est ça. Ils descendaient au Lutetia, le paradoxe de la transparence. À l'Ibis. Bon, voilà, parce qu'ils ont aussi des agendas qui font qu'ils sont en perpétuelle tension. Ils ne fonctionnent pas, ils ne se déplacent pas de la même manière. Je comprends après que la somme puisse choquer, parce que les sommes à 5, 6, 7, 8, 0, pour quelqu'un, même comme nous, qui gagnons probablement pas ça en 20 ans, bien sûr. Oui, mais c'est de l'ordre des budgets de fonctionnement de n'importe quelle grosse structure. Non, mais ce que veut dire Benjamin, sous votre contrôle, c'est qu'il y a un décalage entre la parole affichée et tout simplement la réalité. La réalité. Et quel paradoxe, encore une fois, c'est-à-dire que la communication gouvernementale met toute son énergie sur ces questions-là, alors qu'on n'en parlera peut-être pas ce matin, mais est sorti hier un simulateur sur le pouvoir d'achat des Français, où là, il y a un couac, où ça ne marche pas, où pourtant, il y a un enjeu de communication réel, montrer que dans les engagements présidentiels, qu'il y a un engagement central, qui va être sur la fiche de paie de tout le monde, est-ce que je vais gagner un peu plus chaque mois? Et là, on n'en parle pas, parce qu'on est pollué par un sujet qu'on n'a pas anticipé. On n'a pas du tout anticipé que quand on exerce le pouvoir, quand on veut être transparent, il faut être capable... La transparence, ça serait d'assumer peut-être qu'il y a des dysfonctionnements, même sur les déplacements. Mais là, il n'y a pas un dysfonctionnement. Est-ce que c'est difficile aussi d'assumer, plutôt que se communiquer de l'Élysée en disant oui, on y a réfléchi, oui, cet avion, il faut le changer, il y a un problème de sécurité, que sais-je, mais dire on le fait. Mais ça, et pas reculer parce que la polémique est là. Mais ça, c'était acté. Non, mais encore une fois, c'est une histoire de perception. Il y a eu la mini-polémique d'Édouard Philippe. Si derrière l'Élysée annonce 2 jours plus tard... nous on va investir, on achète l'Airbus télescopage, et là on voit le barouf après qui se met en place sur les réseaux sociaux, dans les télés, etc. Et le rétropédalage est meilleur. Un rétropédalage qui consiste à dire on a une étude et l'étude n'est pas sortie, on va la prolonger. Indépendamment du pouvoir et des médias, il y a quand même un paradoxe encore une fois des Français, c'est que les Français s'enthousiasment de voir la France et le pouvoir revenir au premier plan, s'enthousiasment du soft power, la France numéro 1, et en même temps ils rêveraient de voir rouler leur président en Trabant, quoi. Donc, mais c'est qu'en fait, bien évidemment qu'ils préfèrent le voir en Air Force One, mais dès qu'on annonce des chiffres, ils sont insupportés par ces sommes qui sont effectivement mis bout à bout colossales et pour le commun des mortels déraisonnables, hors sol. Mais c'est la réalité du pouvoir. Et c'est pareil, il y a encore quelques années, vous souvenez-vous c'était l'affaire Guémard, un appartement de fonction qui valait 14 000 euros. En soi, je comprends très bien que les Français puissent trouver ça insupportable, mais dans la réalité, si on veut que la France rayonne à travers le monde, qu'un ministre de la République, ministre des Finances, puisse voir se loger lui et sa famille, nombreuses en plus à l'époque, finalement, quand on y regarde de près, c'est pas si choquant que ça, quoi. Non, mais en plus, quand on cherche à procéder à l'inverse, ce qu'a fait François Hollande lorsqu'il a été élu, c'était une de ses grandes promesses de campagne, je vais prendre de plus en plus le train et de moins en moins l'avion. Avec 25 ou 30 personnes derrière. Avec un Falcon qui suivait le train ou qui précédait le train. C'est une espèce d'hypocrisie totale. Mais justement, à l'époque... Macron devrait sortir de cette hypocrisie et accepter de dire la réalité des déplacements du gouvernement et du président sont telles qu'on a besoin de s'équiper différemment. Est-ce que c'est si dur que ça aujourd'hui de dire la vérité aux Français? Non, mais c'est pas une question de mensonge. Je pense qu'il y a juste 2 agendas qui se sont télescopés. La programmation d'un Airbus parce que ça fait partie d'un plan de rajeunissement, et puis effectivement cette location soudaine d'un Airbus pour le Premier ministre parce qu'il voulait rentrer plus vite en France. En même temps, donc on est toujours dans le en même temps. Sortons du en même temps à un moment donné. C'est le temps médiatique qui fait ça. Hein. Message envoyé à nos politiques. Sortons du en même temps. On se retrouve dans quelques instants, pub bien évidemment, moins de 2 minutes, et on sera avec Fabien Rajon, l'avocat des parents de la petite Maëlys. À tout de suite.